Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'actualité de ce jeudi 9 mai. Voici les titres de ce journal. Les dirigeants européens étaient réunis en Roumanie en cette journée de l'Europe, un sommet informel pour débattre notamment de l'avenir des institutions européennes à 3 semaines des élections. La réunion s'est conclue sans engagement majeur. La Russie de Poutine célébrait à son tour ce jeudi le 74e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Comme chaque année, une journée célébrée à Moscou par une impressionnante parade militaire. Nouvelle journée d'action en France. Les fonctionnaires étaient appelés à défiler et à cesser le travail pour protester contre un projet de modernisation de leur statut. Le mouvement a notamment touché les écoles ou les hôpitaux. Et puis encore une soirée exceptionnelle en Ligue des Champions. Tottenham a éliminé hier l'Ajax d'Amsterdam après un comeback de légende comme Liverpool la veille face à Barcelone. Il y aura donc une finale 100% anglaise à Madrid. Bienvenue, c'est aujourd'hui la journée de l'Europe, le 9 mai, une date qui renvoie à la déclaration du 9 mai 1950 de Robert Schuman, considéré comme le texte fondateur de la construction européenne. Pas un hasard donc si les dirigeants de l'Union se sont retrouvés aujourd'hui en Roumanie pour évoquer l'avenir de l'Union européenne et de ses institutions. Le point avec Raphaël Tavernier. À presque 2 semaines des élections européennes, les dirigeants européens se sont réunis à Sibiu en Roumanie pour parler de l'avenir de l'Europe et dessiner l'après-Brexit. Un sommet informel sans le Royaume-Uni et dont l'objectif était d'afficher une image d'unité. Dans une déclaration commune, les 27 se sont engagés notamment à défendre une seule Europe, à rester unis envers et contre tout, à rechercher des solutions communes et à faire de l'Europe un acteur de premier plan responsable sur la scène mondiale. Dire qu'actuellement tout va mal n'est pas exact. Dire que tout va bien serait incomplet, a dit Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, lors d'une conférence de presse. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a lui assuré que les dirigeants avaient démontré de manière catégorique qu'ils souhaitaient assumer leurs pleines responsabilités politiques, non seulement pour des événements ou des défis spécifiques, mais pour l'Union européenne dans son ensemble. En termes simples, a-t-il dit, les États membres et leurs dirigeants élus démocratiquement veulent façonner activement le mode de fonctionnement et de développement de l'Union européenne. Autre annonce du président du Conseil européen, l'organisation d'un sommet spécial le 28 mai, 2 jours après les élections européennes. Il sera destiné à préparer les nominations aux postes clés de l'Union. Donald Tusk souhaite que les États membres se mettent d'accord avant la fin juin sur le nom du successeur de Jean-Claude Juncker, dont le mandat à la tête de la Commission européenne s'achève fin octobre. Hier, l'Europe a célébré le 74e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie le 8 mai 1945. Et comme chaque année en Russie, cet anniversaire est célébré le lendemain, le 9 mai. Parade militaire et démonstration de force à Moscou sous les yeux de Vladimir Poutine. Les détails avec Olivier Péguy. La fin de la Seconde Guerre mondiale est célébrée en Russie, non pas le 8 mai comme ailleurs en Europe, mais le 9. Tout ça parce que l'acte de capitulation nazie a été signé à Berlin le 8 mai 1945, vers 23h. Avec le décalage horaire, on était déjà le 9 à Moscou. La journée, appelée en Russie Jour de la Victoire, est marquée par une cérémonie officielle à laquelle le président ne manque pas de participer. Nous sommes prêts à coopérer avec tous ceux qui sont disposés à lutter contre le terrorisme, le néonazisme, l'extrémisme. Nous serons le rempart aux idées néfastes et nous appelons tous les pays à prendre conscience de notre responsabilité commune pour lutter ensemble et garantir un système de sécurité mondiale. Après ce discours présidentiel, des milliers de soldats ont défilé sur la place rouge. L'occasion pour le Kremlin d'exhiber quelques-uns des derniers équipements militaires de l'armée russe. En France, cette nouvelle journée d'action dans la fonction publique, les fonctionnaires étaient appelés à cesser le travail et à manifester pour protester contre les réformes du gouvernement. Guillaume Petit. Ils ne veulent pas laisser l'hiver venir. Cet hiver froid tant redouté, c'est celui de la réforme de la fonction publique annoncée. Selon les chiffres de la CGT, 30 000 manifestants emmenés par les 9 syndicats de la fonction publique ont défilé ce jeudi à Paris contre ce projet de loi qui sera débattu à partir du 13 mai à l'Assemblée. Solidarité, Gilets jaunes.
Censé moderniser le statut de fonctionnaire, il facilite notamment le recours aux contractuels et prévoit la suppression de 120 000 postes d'ici à 2022. Une colère que certains ont résumée en un mot. Si on devait résumer en un mot la revendication de notre organisation syndicale, c'est la reconnaissance. Aujourd'hui, il n'y a plus de reconnaissance. Fait rare pour être souligné, les organisations syndicales étaient réunies au grand complet pour dénoncer cette réforme et rappeler leurs exigences. Retirer le projet et rediscuter sur le développement des services publics parce qu'évidemment, il faut l'améliorer. Mais il faut l'améliorer en réouvrant un certain nombre d'hôpitaux, d'écoles, en réembauchant des fonctionnaires à statut. Voilà, c'est ça qu'il faut. Les manifestations ont également rassemblé plusieurs milliers de personnes à Marseille, Lyon et Nantes et dans d'autres villes de province. Des cheminots mais aussi des retraités se trouvaient aux côtés d'enseignants, de soignants ou encore de fonctionnaires territoriaux. Mais ces derniers étaient moins nombreux que lors de la manifestation du 22 mai, il y a un an. Le ministère de l'Éducation nationale a recensé 17% de grévistes dans le primaire et près de 12% dans le secondaire. Ils étaient en revanche 4% à faire la grève dans les établissements hospitaliers, là aussi 2 fois moins qu'en mai dernier. Le Brexit n'a toujours pas eu lieu et les Britanniques sont désormais contraints de participer aux élections européennes, même si les députés qui seront élus à la fin du mois ne pourraient ne jamais avoir à siéger au Parlement européen si le divorce est acté dans les prochaines semaines. Les partis politiques font donc campagne, à l'image des travaillistes de Jeremy Corbyn, parti résolument pro-européen. Guillaume Petit. C'est à Gillingham, dans le comté de Kent, que Jeremy Corbyn a donné le coup d'envoi de sa campagne des européennes. Et ce n'est pas un hasard si le leader des travaillistes a choisi ce territoire, car c'est dans ces terres pro-Brexit que le parti vient de perdre le plus de sièges lors des élections locales de la semaine dernière. Les travaillistes ne semblent pas profiter pour l'heure des difficultés des conservateurs avec qui ils ont engagé des discussions sur le Brexit. Les discussions que nous avons eues avec le gouvernement ont été difficiles parce que ce gouvernement est en train de se décomposer tout seul. Nous voulons protéger l'emploi, le commerce et les droits obtenus. Nous nous sommes rencontrés hier et il y aura une nouvelle entrevue bientôt. Mais pour être honnête, le gouvernement doit faire bouger ses lignes rouges. Alors que les Britanniques pourraient sanctionner les conservateurs, mais aussi les travaillistes aux européennes de fin mai, le leader de l'opposition dit avoir un plan alternatif qui rassemblerait tout le monde. C'est dans l'intérêt du pays de réparer ce problème d'une manière ou d'une autre. Mais nous ne pourrons jamais accepter l'accord proposé par le gouvernement, ni une sortie sans accord, désastreuse. Donc, si nous ne pouvons pas obtenir ni un accord autour de nos idées et de notre plan alternatif, ni de nouvelles élections, alors les travaillistes soutiendront l'idée d'un nouveau vote. Un deuxième référendum que la Première ministre continue de refuser catégoriquement. Mais connaissant l'impopularité du Brexit dans le pays, Jeremy Corbyn a voulu recentrer le débat en ciblant également la politique dite d'austérité du gouvernement ou en évoquant le changement climatique. Des thèmes susceptibles de mobiliser son électorat. Dans le reste de l'actualité, le risque d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine continue d'inquiéter les milieux économiques. Les négociateurs des deux pays reprennent les discussions sur fond de bras de fer. Le président américain veut absolument rééquilibrer les échanges commerciaux nettement à l'avantage de Pékin. Joanne Massard. Les États-Unis et la Chine se rencontrent à partir de jeudi à Washington pour des négociations commerciales sous haute tension. Cette rencontre intervient quelques jours à peine après l'annonce de Donald Trump de sa volonté de faire passer de 10 à 25% les droits de douane sur des produits chinois d'une valeur de 200 milliards de dollars. Ils ont rompu notre entente. Ils ne peuvent pas faire ça. Donc ils vont payer. Nous ne reculerons pas tant que la Chine ne cessera pas de tromper nos travailleurs et de voler nos emplois. Et c'est ce qui va se produire. Nous ne sommes pas obligés de faire des affaires avec eux. S'il le faut, nous fabriquerons nous-mêmes nos produits, comme nous le faisions avant. Rappelez-vous, comme nous le faisions avant. Ce système est censé décourager les importations en provenance du géant asiatique en rendant ses produits plus chers. Mais ces taxes sont en fait facturées à la douane aux importateurs américains de produits chinois et non aux exportateurs chinois. Selon l'organisation Trade Partnership, les familles américaines verraient avec cette décision leurs dépenses annuelles augmenter et près d'1 million d'emplois seraient menacés. De son côté, Pékin a déclaré qu'il serait contraint d'imposer les contre-mesures nécessaires à cette décision.
L'actualité, en bref, à présent, la Corée du Nord a tiré 2 nouveaux missiles de courte portée. Ils ont été effectués après l'arrivée à Séoul de l'émissaire américain afin de relancer les négociations de dénucléarisation entre Washington et Pyongyang. Le précédent tir samedi avait été qualifié de simple exercice de routine par le régime de Kim Jong-un. En Afghanistan, le bilan de l'attaque contre une ONG américaine a été revu à la hausse, passant de 5 à 9 morts, dont des civils. Les talibans ont revendiqué l'attentat qui survient alors que les États-Unis et les talibans mènent depuis une semaine à Doha une nouvelle série de pourparlers de paix. Les chauffeurs Uber ont fait grève dans une dizaine de villes américaines avant l'entrée en bourse ce vendredi de la plateforme de réservation de VTC basée à San Francisco. Uber espère lever ainsi 8 milliards de dollars lors de cette opération. Les chauffeurs Uber réclament une amélioration de leur rémunération, de leur statut et de leur protection sociale. Allez, on passe au sport. Encore une fois, un scénario renversant hier soir en Ligue des Champions. À l'instar de Liverpool la veille, Tottenham est revenu de très loin pour l'emporter 3-2 face à l'Ajax d'Amsterdam grâce à un but dans les derniers instants du Brésilien Lucas Moura. C'est le football comme on l'aime, particulièrement riche en émotions. Pour parler de la Ligue des Champions, nous retrouvons Vincent Ménard, journaliste à Euronews, spécialiste des sports. Bonsoir Vincent. Bonsoir Julien. Alors on vient de vivre 2 soirées de foot exceptionnelles. Est-ce qu'on peut dire que ces demi-finales entrent dans la légende du foot ? Oui, je pense, parce qu'une demi-finale historique, cela arrive, mais 2 demi-finales avec un tel suspense et à chaque fois des remontadas, comme on dit, eh bien, je crois que c'est totalement inédit. Donc oui, c'est dans la légende. Ça a commencé dès mardi soir avec ce scénario totalement fou entre Liverpool et Barcelone. Le Barça avait gagné 3-0 au match aller au Camp Nou. Personne ne pensait que Liverpool pouvait faire un tel comeback, surtout qu'ils étaient privés de leurs 2 meilleurs attaquants, Roberto Firmino et Mohamed Salah. Et bien malgré cela, ils l'ont emporté 4-0 et ont réussi donc à se qualifier pour la finale. Et puis on a remis ça finalement hier soir avec là encore une demi-finale d'anthologie entre l'Ajax et Tottenham. L'Ajax avait gagné le match aller à Londres, 1-0. Ils menaient 2-0 à la mi-temps chez eux lors du match retour. Tout le monde pensait honnêtement que c'était plié, que Tottenham ne pouvait rien faire. Et pourtant, ils se sont qualifiés. Ils ont mis 3 buts en une seule mi-temps par le même homme, Lucas Moura, ce qui va donner, je pense, des regrets aux supporters du PSG, puisque Lucas Moura a été éjecté du PSG il y a quelques saisons et maintenant il fait le bonheur de Tottenham. Donc il va y avoir une finale 100% anglaise. Le championnat anglais est-il devenu le meilleur championnat d'Europe devant l'Espagne ? C'est un peu tôt, je pense, pour le dire. Déjà parce qu'il y a eu une finale 100% anglaise il y a de cela 10 ans. C'était entre Manchester United et Chelsea. Manchester United s'était imposé au pénalty. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a une finale entre 2 clubs d'un même pays en Ligue des Champions. C'est arrivé avec des clubs allemands, c'est arrivé avec des clubs espagnols. Et dans la foulée, on n'a pas vu une domination d'un championnat par rapport aux autres. Donc là, c'est un peu le même scénario pour la Première Ligue. C'est certes un championnat très puissant, très compétitif, très lucratif surtout. C'est le championnat le plus riche du monde. Ils ont une densité de grands clubs. On a parlé de Manchester United, de Chelsea. Là, il y a Tottenham, Arsenal. Ils ont vraiment une belle densité de clubs et de grands joueurs. Mais pour savoir si la Première Ligue va prendre le pas sur les autres championnats européens, et notamment sur le championnat d'Espagne, je crois qu'il faut attendre encore un petit peu, quelques saisons sans doute. Donc Liverpool-Tottenham en finale à Madrid. Qui a les meilleures chances, selon vous, de l'emporter ? Alors, vu ce qu'on a vécu cette saison en Ligue des Champions avec à chaque fois des scénarios assez dingues, c'est difficile de faire un pronostic. Il y a eu Manchester United qui avait éliminé le PSG à la surprise générale. Ensuite, Tottenham qui s'est qualifié in extremis face à Manchester City, puis face à l'Ajax. Donc, c'est difficile de faire le pronostic, mais sur le papier, honnêtement, Liverpool a le meilleur effectif. Ils sont devant Tottenham en Première Ligue, dans le championnat anglais. Donc, sur le papier, avantage à Liverpool. Mais vu ce qu'on voit cette saison en Ligue des Champions, franchement, il faudra suivre la finale le 1er juin à Madrid pour savoir qui va soulever la coupe aux grandes oreilles. Merci Vincent Ménard. Donc rendez-vous dans quelques semaines à Madrid pour la finale de la Ligue des Champions. On termine ce journal par la Biennale de Venise qui va exposer cette année l'épave d'un bateau, un navire sur lequel ont péri de nombreux migrants. Marc Bouchage. Cette épave navigue en direction de Venise où elle sera exposée à la Biennale d'art contemporain qui s'ouvre samedi. Ce bateau de pêche aux flancs balafrés est celui qui a coulé à pic un jour d'avril. C'était il y a 4 ans en mer Méditerranée. À son bord, 1 millier d'hommes, de femmes et d'enfants qui fuient à leur pays.
28 personnes seulement seront secourues. À l'époque, l'Italie s'était occupée d'aller rechercher l'épave qui gisait par 370 mètres de profondeur pour pouvoir identifier les victimes et leur donner une sépulture digne en Sicile. Il faudra alors des dizaines de médecins légistes pour examiner les 800 à 900 victimes dont les documents retrouvés sur elles laissent penser qu'elles venaient du Soudan, de Somalie, du Mali, de Gambie, d'Éthiopie, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, d'Érythrée, de Guinée-Bissau et du Bangladesh. Aujourd'hui, l'association Comité du 18 avril, qui représente les victimes, a donné son accord pour que l'épave du bateau soit exposée à Venise avant d'être intégrée au projet de jardin de la mémoire en Sicile. Les organisateurs de la Biennale ont indiqué que le bateau sera placé dans un lieu calme pour inviter au silence et à la réflexion. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à demain.